Dans une cité de Rennes, une vidéo TikTok devient virale en quelques heures. L'image semble surréaliste. Un enfant d'à peine 10 ans, surnommé Mini Rapace, dissimulé dans un carton en plein cœur d'un point de deal. Sa mission, surveiller l'arrivée des forces de l'ordre pour protéger un réseau de trafiquants. Cette scène, qui aurait relevé de la fiction il y a encore une décennie, illustre désormais une réalité glaçante qui gangrène les quartiers français. Comment en sommes-nous arrivés à voir des enfants remplacer les adultes dans l'économie souterraine de nos cités? Cette question dévoile l'un des bouleversements criminels les plus troublants de notre époque, l'instrumentalisation systémique de mineurs par les réseaux de stupéfiants. Loin d'être anecdotique, cette mutation criminelle redessine entièrement la cartographie de la délinquance urbaine française. Fatima arpente les couloirs de l'école primaire de Villejean, le cœur serré par une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginé voir un jour. Cette bénévole associative observe des enfants qu'elle a vus grandir depuis la maternelle, aujourd'hui happés par l'engrenage du trafic. Malheureusement, des enfants de primaire font les choufs maintenant, confie-t-elle avec amertume. Le terme chouf, dérivé de l'arabe « regarder », désigne ces sentinelles juvéniles postées aux quatre coins des cités pour alerter les dealers de l'approche policière. À Rennes, cette réalité s'est imposée avec une brutalité déconcertante depuis la période Covid, transformant des cours de récréation en vivier de recrutement. Mais que se passe-t-il réellement dans la tête d'un enfant de 10 ans qui accepte de devenir guetteur? L'âge des nouvelles recrues défie l'entendement. 10 ans, 13 ans, 15 ans maximum. Une régression chronologique qui place des cartables d'écoliers aux premières lignes du narcotrafic. Maintenant, ils sont là le soir, témoigne une habitante du quartier, évoquant cette présence banalisée d'enfants dans l'économie parallèle de la drogue. Cette normalisation cache une tragédie silencieuse, celle d'une enfance volée aux portes de nos écoles. Les chiffres dévoilent l'ampleur du désastre. Selon la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, environ 10 000 mineurs sont aujourd'hui impliqués dans des affaires de trafic de stupéfiants à travers l'Hexagone. Parmi eux, l'âge moyen tourne autour de 15-16 ans, avec une présence accrue de préadolescents de 10 à 13 ans dans les rôles subalternes. Ces statistiques froides cachent des destins brisés, des trajectoires déviées, avant même d'avoir commencé. Cette géographie de la délinquance juvénile s'étend bien au-delà des cités emblématiques. De Marseille à Lille, de Toulouse à Strasbourg, les témoignages convergent vers une même réalité, le rajeunissement accéléré des acteurs du trafic. Les forces de l'ordre constatent quotidiennement cette mutation. Tous les jours, mes collègues ramènent de jeunes mineurs de 14 ans sur des points de deal, en vente, en alerte. C'est monnaie courante, confie Stéphane Gianezello du syndicat Alliance Police. Cette routine policière, devenue presque administrative, souligne la normalisation d'un phénomène autrefois exceptionnel. Ces enfants ne sont pas de simples pions anonymes dans un jeu qui les dépasse. Chacun porte un nom, une histoire, des rêves peut-être déjà brisés. Derrière le surnom médiatique de Mini Rapace se cache un gamin de 10 ans qui devrait jouer aux billes plutôt que de jouer sa sécurité dans les interstices du crime organisé. Cette personnalisation du drame révèle l'humanité confisquée de toute une génération. L'enrôlement de ces mineurs ne relève pas du hasard. Il s'inscrit dans un écosystème de vulnérabilité soigneusement exploité par les organisations criminelles. La précarité économique forme le terreau initial de cette exploitation. Dans certains quartiers, le taux de chômage frôle les 40%, créant un contraste saisissant entre l'absence d'opportunités légales et l'opulence ostentatoire des trafiquants locaux. Les dealers ont toujours des baskets dernier cri, des téléphones dernier cri. Les enfants pensent que c'est de l'argent facile, observe une éducatrice rennaise qui a vu des écoliers se faire progressivement happer par cette fascination matérielle. Cette séduction par le luxe ne constitue que la partie visible d'un processus de recrutement méthodique et redoutablement efficace. Pour comprendre cette mécanique, il faut pénétrer dans l'intimité de ces approches qui transforment des innocents en complices. Le protocole d'approche suit un schéma quasi industriel. « Tiens, va me chercher un kebab et garde la monnaie », lance des adolescents plus âgés à la sortie des écoles primaires. Microtransactions apparemment anodines constituent les premiers maillons d'une chaîne d'asservissement progressif. Ça commence comme ça, explique Fatima, témoin impuissante de cette mécanique d'enrôlement qui transforme des services innocents en apprentissage criminel. L'escalade s'accélère avec une logique implacable. Après les courses rémunérées viennent les missions de surveillance.
50 € par jour pour un guetteur de 11 ans, une somme astronomique aux yeux d'un enfant dont les parents peinent à joindre les deux bouts. On te propose 150 € la journée alors que tes parents ne gagnent pas des masses, c'est sûr que c'est tentant. Analyse un médiateur social marseillais qui observe quotidiennement cette équation économique perverse. Au-delà de l'appât financier, ces recrutements comblent des besoins psychologiques profonds. Ce qui peut fasciner un adolescent, c'est d'avoir un statut social, même si c'est un statut négatif. Quand on est patron de réseau, à leurs yeux, c'est comme être cadre dans une grande entreprise, décrypte le même médiateur. Dans des environnements où les perspectives d'ascension sociale semblent bouchées, le trafic offre une voie alternative de reconnaissance, aussi illusoire et dangereuse soit-elle. L'échec scolaire amplifie cette vulnérabilité. Un jeune en décrochage, sans formation ni emploi, devient une proie idéale pour les réseaux. Les chiffres de l'Éducation nationale montrent que 80% des mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants accusent un retard scolaire significatif ou ont quitté le système éducatif. Cette corrélation statistique cache des vies individuelles où l'exclusion sociale précède souvent l'inclusion criminelle. La révolution numérique a transformé les méthodes de recrutement. Ce qui est nouveau, c'est le recrutement de mineurs via Internet et les réseaux sociaux, souligne Nicolas Pris, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Sur Snapchat, Instagram ou TikTok, les dealers diffusent de véritables petites annonces pour recruter leurs employés mineurs. Ces offres d'emploi criminels, avec horaires et salaires clairement affichés, banalisent l'entrée dans l'illégalité. Une capture d'écran révélée par TF1 montre cette proposition glaçante. Tu commences à 10h, tu finis à 17h et tu prends 100 €. Idem si tu fais 22h, 3h du matin. Cette digitalisation du recrutement élargit géographiquement le bassin des recrues potentielles. Les trafics, autrefois cantonnés aux cités urbaines, s'étendent aujourd'hui à tout le territoire, alerte Nicolas Pris. Des jeunes de province reculées peuvent désormais être tentés par ces annonces virtuelles, créant un maillage national de l'exploitation juvénile. Paradoxalement, ce sont les lois françaises de protection de l'enfance qui fournissent aux organisations criminelles leur arme la plus redoutable, l'immunité relative des mineurs. Cette perversion du système judiciaire transforme des dispositifs de protection en outils d'exploitation, créant un bouclier pénal que les trafiquants manient avec un cynisme consommé. Le cadre légal français distingue radicalement majeurs et mineurs délinquants. En dessous de 13 ans, un enfant bénéficie d'une présomption d'irresponsabilité pénale totale. Aucune peine d'emprisonnement n'est possible. Seules des mesures éducatives peuvent être prononcées. Entre 13 et 18 ans, l'excuse de minorité divise par 2 les peines encourues et l'incarcération ferme demeure exceptionnelle, sauf pour les faits les plus graves. Les narcotrafiquants ne sont pas stupides, ils savent très bien qui employer, analyse Frédéric Gallet du syndicat Alliance Police. Cette lucidité criminelle exploite méthodiquement les failles du système. Un mineur arrêté en flagrant délit sera généralement remis à ses parents dans la soirée et pourra reprendre son poste dès le lendemain. Ils savent très bien qu'ils ne risquent rien. Tant qu'ils sont mineurs, il n'y aura rien, même pas de menottes, juste un rappel à l'ordre, déplore le policier. Cette immunité de fait transforme les interpellations en jeu pour les plus jeunes. C'est limite une fierté quand ils se font attraper, observe Frédéric Gallet, décrivant ces arrestations comme des rites de passage qui consolident la réputation sans aucune conséquence judiciaire. Pour les chefs de réseau, cette main-d'œuvre juvénile présente l'énorme avantage de la quasi-impunité à un coût dérisoire, 50 € par jour pour un guetteur qui ne risque pratiquement rien. Contrairement aux perceptions véhiculées par l'émotion médiatique, la délinquance des mineurs n'a pas explosé en volume global ces dernières années. Les statistiques officielles dévoilent même une tendance inverse. Entre 2016 et 2023, le nombre de mineurs poursuivis par la justice a chuté d'environ 25%, passant de près de 65 000 à 48 000. Cette diminution quantitative masque cependant une évolution qualitative profonde qui redéfinit la nature même de la criminalité juvénile. Si les mineurs commettent proportionnellement moins de délits qu'auparavant, la gravité et la spécialisation de certains actes ont connu une escalade dramatique. Marseille cristallise cette mutation avec ses 49 homicides liés aux stupéfiants en 2023, dont 7 mineurs tués au cœur de ces guerres de territoire. Plus alarmant encore,
60% des suspects mis en examen dans ces affaires de règlement de compte avaient entre 14 et 21 ans, attestant l'émergence d'une nouvelle génération ultra-violente dans le narcotrafic. Comment en est-on arrivé à voir des collégiens commettre des actes d'une barbarie que même des adultes endurcis hésiteraient à perpétrer? L'année 2024 a marqué un tournant symbolique, avec 2 faits divers qui ont glacé l'opinion publique marseillaise. À quelques jours d'intervalle, un adolescent de 14 ans a abattu froidement un chauffeur VTC d'une balle dans la tête, tandis qu'un jeune de 15 ans était torturé puis brûlé vif dans une cité par un clan rival. Le procureur de Marseille a évoqué un degré supplémentaire franchi, dénonçant l'ultra-rajeunissement de ces jeunes garçons recrutés sur les réseaux sociaux, hier pour vendre de la drogue, aujourd'hui pour commettre des assassinats. Cette escalade dans l'horreur reflète une professionnalisation accélérée du crime juvénile. Les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent qu'en 2021, les 13-17 ans représentaient 20% des personnes mises en garde cause pour trafic de stupéfiants, alors qu'ils ne constituent que 6% de la population. Une surreprésentation de plus de 300% qui s'est accentuée depuis 2016. Cette concentration sectorielle transforme le trafic de drogue en véritable employeur de la jeunesse des cités. Parallèlement, la part des mineurs mis en cause pour simple usage de drogue a diminué sur la même période, suggérant que les interpellations portent désormais davantage sur les acteurs du commerce que sur de simples consommateurs adolescents. Cette distinction révèle une spécialisation croissante. Les mineurs ne sont plus de simples usagers occasionnels, mais des professionnels précoces du narcotrafic. La violence subie par ces jeunes constitue un indicateur particulièrement alarmant de leur vulnérabilité. En 2023, 47 mineurs ont été tués ou blessés dans des règlements de compte liés au trafic. Ce chiffre illustre leur exposition extrême aux conflits qui les dépassent. Utilisés en première ligne sur les points de deal, ils deviennent les victimes collatérales des rivalités criminelles. Leur jeunesse, loin de les protéger, fait d'eux des cibles privilégiées pour déstabiliser les réseaux adverses. Derrière l'apparente spontanéité du recrutement juvénile se cache une stratégie criminelle d'une sophistication remarquable. Les réseaux de stupéfiants ont développé au fil du temps des méthodes industrielles pour identifier, former et exploiter leurs recrues mineurs, transformant l'innocence en bouclier opérationnel et l'ignorance en atout stratégique. L'organisation hiérarchique de ces réseaux reproduit un modèle entrepreneurial perverti. À la base de cette pyramide criminelle, les choufs et charbonneurs constituent la main-d'œuvre de première ligne. Les plus jeunes, parfois dès l'école primaire, sont cantonnés à la surveillance, postés aux entrées des cités. Leur mission consiste à alerter immédiatement en cas d'approche policière. Cette spécialisation par l'âge optimise l'efficacité tout en minimisant les risques pour l'organisation. La rémunération de ces employés juvéniles suit une grille tarifaire précise. Un guetteur de 10-12 ans perçoit entre 50 et 100 euros par jour, somme considérable pour un enfant de cet âge. Les charbonneurs adolescents de 15-17 ans peuvent espérer 150 à 200 euros quotidiens en écoulant cannabis, cocaïne ou héroïne. Ces salaires, inimaginables dans le circuit légal pour des mineurs, créent une attractivité économique irrésistible pour des familles en difficulté financière. Une fois recrutés, les enfants sont pris en charge par les cadres intermédiaires qui leur enseignent les codes du métier, signalement de la police par cri codé ou feu d'artifice, technique de dissimulation de la drogue, protocole en cas d'arrestation. Un adolescent plus âgé sert généralement de référent pour un groupe de jeunes guetteurs, assurant la liaison hiérarchique avec les organisateurs adultes. Cette structure pyramidale s'accompagne d'un système de contraintes et de récompenses sophistiqué qui maintient la discipline organisationnelle. Les dealers utilisent désormais les enfants comme courriers discrets pour transporter de petites quantités de drogue, profitant de leur profil insoupçonnable. Qui se méfierait d'un écolier à vélo ou d'un collégien avec son cartable? Cette instrumentalisation de l'innocence apparente constitue un camouflage opérationnel redoutablement efficace. Certains enfants cachent des sachets dans leurs affaires scolaires, pensant rendre un service anodin à leurs grands frères du quartier. L'exemple du mini rapace de Rennes illustre cette créativité criminelle. Ce garçon de 10 ans, dissimulé dans un carton pour faire le guet, exploitait sa petite taille pour demeurer invisible tout en surveillant efficacement les abords du point de deal.
Cette adaptation révèle une capacité d'innovation constante des réseaux face aux contraintes opérationnelles. Cette réalité nous amène à nous interroger sur l'état de notre société. Rennes s'est imposé comme le laboratoire symbolique de cette mutation. Le quartier de Villejean, où a été filmé le fameux Mini Rapace, est devenu l'emblème d'une école du deal qui commence dès le CM1, CM2. Les habitants décrivent une réalité devenue banale. Des écoliers de 9-10 ans qui, sitôt sortis de classe, endossent l'uniforme du petit guetteur. En avril 2025, une opération policière y a conduit à l'arrestation simultanée de 12 guetteurs sur un seul point de deal, dont 10 mineurs, le plus jeune âgé de 12 ans seulement. C'est un jeu pour eux, quand ils se font interpeller, ils ressortent et recommencent, témoigne un policier local, révélant l'inefficacité des interventions répressives traditionnelles. Cette immunité de fait a installé une omerta résignée dans le quartier, où les parents avouent leur impuissance face à des enfants qui gagnent plus qu'eux en criant « police » au pied des tours d'habitation. Grenoble a illustré la vulnérabilité extrême de ces enfants soldats du narcotrafic. En novembre 2025, un garçon de presque 14 ans a été grièvement blessé par 3 projectiles près d'un point de deal du quartier Chaurier-Beria. Cette victime, d'origine algérienne et connue des services pour trafic de stupéfiants, utilisait diverses identités, révélant les techniques d'effacement identitaire employées par ces réseaux. Ce drame a mis en lumière le profil tragique de ces petites mains migrantes, mineurs isolés sans famille sur place, proie idéale pour une exploitation criminelle sans limite. Marseille demeure l'épicentre de cette escalade dans l'horreur. L'année 2024 restera marquée par 2 affaires qui ont révélé l'ultra-violence de cette jeunesse criminalisée. Un adolescent de 14 ans, possiblement le plus jeune tueur à gages de France, a abattu froidement un chauffeur VTC innocent d'une balle dans la tête. La métamorphose qui a vu des enfants remplacer les adultes dans l'économie criminelle de nos rues révèle une faille béante dans le pacte social français. Cette instrumentalisation systémique de l'enfance par des organisations criminelles sophistiquées pose une question fondamentale. Comment une société démocratique peut-elle protéger sa jeunesse sans offrir malgré elle un bouclier judiciaire aux trafiquants? La France se trouve confrontée à un paradoxe inédit. D'un côté, elle a développé depuis des décennies un arsenal juridique protecteur pour ses mineurs, considérant à juste titre que l'enfance mérite une justice spécifique, privilégiant l'éducatif sur le répressif. De l'autre, cette bienveillance légale est désormais exploitée par des réseaux criminels qui transforment des dispositifs de protection en outils d'exploitation. Le mini rapace de Rennes, ce gamin de 10 ans dissimulé dans un carton pour faire le guet, symbolise cette perversion du système. Un enfant utilisé comme bouclier humain et judiciaire par des adultes sans scrupules.